Bonjour à tous, nous allons bientôt commencer. Alors, bienvenue au webinaire modèle d'approvisionnement institutionnel en circuit court et de proximité. Je voudrais mentionner que c'est un webinaire enregistré. Alors, juste mentionner que vous allez accepter en rentrant dans le webinaire d'être enregistré tout le long de la séance. Donc, j'aimerais remercier en premier nos généreux partenaires, alors le CHUM, le CHU Sainte-Justine, le CPE. Pardon? Juste fermer les micros. Merci. Alors, remercier nos généreux partenaires, alors CPE Le Sablier, CPE Le Jardin des Frimousses, Communassiette, Mintac et Aliments du Québec dans le cadre de la semaine des institutions Mange locales. Alors, mentionner qu'il va y avoir des sondages durant la séance pour mieux connaître en fait le public. Vous avez été nombreux à vous inscrire. Alors, pour mieux connaître un peu le type d'organisation qui s'inscrit, il va y avoir un sondage de début et un sondage de fin pour la rétroaction. Au niveau de la séparation de la séance, alors on va commencer avec une introduction et le déroulement du webinaire, l'énoncé de projet, la recension d'écrit, les résultats des études de cas et la séance de questions-réponses avec les intervenantes du milieu institutionnel. Ainsi, en fait, le déroulement du webinaire se fait en deux temps. En premier lieu, ça va être une présentation magistrale d'une trentaine de minutes, de 30 à 35 minutes, sur les résultats des études de cas. Par la suite, ce sera des questions et échanges avec les intervenantes. Au niveau des consignes, en fait, je vous invite à mettre votre nom et votre organisation dans le titre de votre fenêtre Zoom. La prise de parole des intervenantes se fera donc vers 2h, 2h35. S'il vous plaît, gardez vos micros fermés et votre caméra si vous voulez ne pas être filmé durant la séance. Au niveau des questions ils peuvent être posées dans la boîte questions. Si vous le désirez, vous pouvez vous présenter rapidement dans le chat. En ce qui concerne les questions destinées aux intervenantes pour la séance de questions, alors soyez précis. En vrai, on vous invite à qui vous vous adressez, à quelle institution et à quel poste en vrai de la personne de ces institutions où vous voulez poser la question. Les questions seront donc comptabilisées par notre équipe par la suite pour être posées par moi à la séance de questions. Donc, les intervenantes aujourd'hui seront Charlie-Anne Normand du CHU Sainte-Justine, Annie Lavoie du CHUM, Caroline Harel du CPE Le Jardin des Frimousses, Isabelle Girard aussi du CPE Jardin des Frimousses et Julie Morin du CPE Le Sablier. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est le système alimentaire local intégré de Montréal du Salim? C'est un programme en fait financé dans le cadre de Montréal en commun du collectif Récolte qui a la vision de promouvoir en fait des aliments sains issus d'une agriculture de proximité et pour qu'ils soient accessibles aux personnes en situation d'insécurité alimentaire à Montréal et plus largement à toutes et toutes les Montréalais et Montréalaises. La mission en fait, c'est de renforcer le réseau d'approvisionnement des organismes communautaires alimentaires à Montréal tout en améliorant l'accès au marché pour les producteurs, productrices locaux-locales par le biais d'un réseau d'infrastructures physiques et numériques mutualisées. Dans cette mission de rendre accessibles les marchés, en fait, un de nos marchés identifiés était le milieu institutionnel. Voilà la raison, en fait, de cette continuité du projet de recherche aujourd'hui. Au niveau de l'énoncé de projet, l'objectif principal, en fait, avec ce projet était vraiment d'identifier les facteurs d'accessibilité et les conditions de succès pour le développement des circuits courts de proximité et leur pérennisation dans le milieu institutionnel. On s'est concentré particulièrement sur les fruits, légumes et fruits frais. Par contre, dès qu'on a eu l'information sur le paré et le surgelé au niveau des grossistes pour faire des comparaisons. La première question qu'on s'est concentré était vraiment d'identifier les défis, les freins à l'adéquation entre la demande des institutions et l'offre des producteurs, ainsi que les facteurs d'accessibilité de ces circuits pour les acteurs de l'île de Montréal. La deuxième question était plutôt axée sur la mise en place, de comment faciliter cette mise en place pour les producteurs et les institutions pour vraiment pérenniser ces démarches sur le long terme. Dans la volonté vraiment de mettre en place ces circuits alimentaires, quels sont les modèles à suivre? Voici la dernière question. Rapidement, au niveau de la méthodologie, pour les critères de sélection des institutions que nous avons gardés pour les études de cas, au début, c'était vraiment de cibler des établissements dans le réseau de la santé ou dans les services de garde éducative à la petite enfance qui possèdent un service alimentaire autogéré. Ici, ce dernier point est vraiment important. Dans la recherche préliminaire, on a vraiment identifié rapidement que c'est ce type de service autogéré qui a le plus de marge de manœuvre pour accomplir les types d'approvisionnement en circuit court et de proximité via les maraîchers, à l'opposé, en fait, des services autogérés au niveau contractuel. Donc, la gestion est faite à l'externe du service alimentaire.
Aussi, les institutions qui s'approvisionnent devraient le faire auprès de maraîchers depuis un minimum de 3 ans à Montréal et avoir le temps et bien sûr les disponibilités pour répondre aux questions et partager en fait les données. On a fait une revue de littérature pour en fait mieux connaître et voir en fait faire une recension d'écrit au niveau des apports théoriques sur les circuits courts et de proximité et mieux connaître le milieu institutionnel. Au niveau des aspects qualitatifs, on s'est vraiment concentré sur des entrevues semi-directives, des partages de documents internes, des notes d'observation dans le cadre des rencontres communautaires. Pour ce qui est des aspects quantitatifs, c'est principalement des partages de bases de données sur les achats, un formulaire préliminaire sur les approvisionnements et des gabarits de collecte de données pour particulièrement les CPE qui n'avaient pas les bases de données qui réunissaient les informations qu'on souhaitait. Qu'est-ce que Communacet? Alors, Communacet, c'est une communauté de pratique en alimentation institutionnelle initiée par Équiterre en 2020 qui vise vraiment à mobiliser l'ensemble des institutions québécoises pour offrir au sein de nos services alimentaires plus d'aliments sains, locaux et éco-responsables. L'objectif est de mobiliser et inspirer l'ensemble des institutions à emboîter le pas et se doter de sites d'achat d'aliments du Québec pour ainsi atteindre les objectifs de la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, plus communément appelée la SNAC. Je vais revenir sur cet élément un peu plus tard. Notamment le CHU Sainte-Justine, le CHU, le CPE Jardin des Frémousses en sont des membres, ainsi que le Salon. Maintenant, au niveau du contexte de l'étude, c'est vraiment un contexte particulier marqué par l'après-pandémie, notamment en 2020 dans la restauration non commerciale qui contient en fait les services alimentaires et institutionnels. On enregistre une baisse de 25% des recettes au niveau des ventes. On marque aussi une instabilité du marché du travail marquée par la pénurie de main-d'œuvre, des chaînes alimentaires défaillantes et une inflation du prix des aliments. Notamment en 2022, le prix des aliments en magasin va augmenter de 9,7% selon Statistique Canada en mai pour la même année l'année passée. Vu comme un levier, il y a la politique bioalimentaire du gouvernement du Québec, qui est vraiment une cible ambitieuse d'ajouter 10 milliards de dollars de contenu québécois aux produits achetés au Québec. Un des facteurs importants dans l'atteinte de ces cibles, en fait, c'est l'achat institutionnel. Les deux derniers points sont exclusivement pour les organismes publics. Il y a la loi sur les contrats des organismes publics. Qu'est-ce que ça fait concrètement pour les services alimentaires? C'est que pour les achats en fruits et légumes en haut de 105 700 $, il y a des possibilités beaucoup plus limitées, en fait, car les principes du libre-échange s'appliquent. Au niveau des achats en bas de 105 700 $, ici, ce n'est pas soumis à la loi sur les contrats. Notamment, Montréal n'est pas soumise à cette loi en ce qui concerne les fruits et légumes. Il y a des défis qui ont été identifiés avec cette loi, notamment la logique du plus bas soumissionnaire et en fait de l'impossibilité à discriminer la provenance en ce qui concerne les achats de fruits et légumes en haut de 105 700 $. Pour la SNAC, alors l'objectif général, c'est vraiment d'intégrer plus de produits locaux. Donc, l'objectif d'ici 2025, c'est que l'ensemble de ces institutions, les institutions, se dotent d'une cible d'achat d'aliments québécois. Notamment, dans le cadre de cette stratégie, il y a des mandats qui ont été donnés à l'ITHQ, Aliments du Québec au menu et Équiterre. Au niveau de la recension d'écrit, alors, dès le début, on remarque une littérature abondante, mais peu axée sur le milieu institutionnel. Au niveau du champ lexical, c'est bien important, en fait, les aliments locaux, il faut les différencier des aliments issus de circuits courts et de proximité. Pourquoi? Leurs aliments locaux, ça inclut autant les aliments produits au Québec et les préparés au Québec, alors que les aliments issus de circuits courts et de proximité, on a un double prérogative, en fait, correspondent à cette définition, oui, mais aussi aux critères des circuits courts et de proximité. Qu'est-ce que c'est des circuits courts? En fait, c'est une forme de commercialisation qui vient à mobiliser un nombre minimal d'intermédiaires entre les producteurs et le consommateur. Généralement, c'est un intermédiaire maximum qui est permis. Ça s'appelle une vente indirecte. Dans le cas qu'il n'y a aucun intermédiaire, c'est une vente directe. Pour ce qui est des circuits alimentaires de proximité, ici, c'est moins le nombre d'intermédiaires qui est important, mais plutôt la distance géographique, en fait, qui sépare ces acteurs. Les kilomètres alimentaires qui sont permis dans cette théorie au niveau des produits agricoles simples comme les fruits et légumes sont approximativement 150 kilomètres. Ou que le producteur, en fait, ou les consommateurs demeurent dans la même région administrative. Il y a 3 dimensions qui sont vraiment importantes dans ce concept. Alors, la dimension spatiale, la dimension fonctionnelle et la dimension relationnelle. On est au niveau des défis identifiés dans la recension d'écrit, je vais passer rapidement. Comme mentionné, c'est une littérature abondante. Au niveau des défis contextuels et territoriaux, on voit des offres de fruits et légumes en fait qui sont majoritairement saisonnières au Québec, une complexité des chaînes d'approvisionnement, une diversité des produits locaux qui sont variables et des prix aussi qui sont variables selon les régions,
un marché local pour les services alimentaires qui est peu développé comparativement au marché du détail, une disparité d'accès pour ces types d'initiatives dans les ensembles urbains versus ruraux. Au niveau des défis politiques, on voit un manque de reconnaissance publique et politique de ces types d'initiatives, un manque d'appui financier des institutions, plus largement sous-financement des services alimentaires, une dynamique marchande qui n'est pas nécessairement fonctionnelle avec les principes et valeurs de ce type de circuit, qui est plutôt porteur d'innovation sociale et territoriale, et comme mentionné, les constats au niveau de la loi sur le contrat des organismes publics. Pour poursuivre au niveau des défis logistiques, on parle que c'est des aliments vivants, alors qui se détériorent rapidement, donc la consommation doit être rapide avec des aliments frais. Il y a un manque de disponibilité des produits, un manque de régularité, la barrière du prix, notamment pour des produits biologiques, un ajustement dans les menus qui sont souvent nécessaires afin d'équilibrer les budgets, des minimums de commandes, des espaces de stockage réduits dans les services alimentaires, un manque d'équipement pour effectuer la transformation alimentaire primaire, notamment. En ce qui concerne les défis organisationnels et de gestion, il y a une marge de manœuvre, comme illustré que j'ai parlé rapidement tantôt, avec les services alimentaires qui sont contractuels, qui est plus réduite. On a une résistance au niveau des acteurs, un besoin aussi de modification des habitudes de travail en raison du temps nécessaire pour préparer les aliments, notamment le lavage, l'épluchage, le coupage. Ça nécessite des besoins plus grands en formation du personnel et il y a une offre réduite actuellement au niveau des maraîchers au Québec de fruits et légumes préparés ou même congelés. Pour terminer, avec un manque de connaissances en cuisine, en fait, c'est plutôt dire qu'il y a une perte de professionnalisation dans les services alimentaires des institutions qui s'allie avec une pénurie de main-d'œuvre. Maintenant, au niveau des résultats des études de cas, on va commencer avec le CHU Sainte-Justine. Donc, un portrait en bref, ils font des achats directs au niveau des fermes depuis 2018. Ils possèdent 2 services alimentaires. Ils servent 2500 repas par jour en moyenne. Ils détiennent des menus saisonniers, donc des menus d'été, des menus d'hiver qui varient. En 2021, ils font affaire avec la ferme de la Berceuse, avec les serres du dos blanc, principalement pour l'hiver, et les patates Jenny Frères, qui sont des patates préparées coupées. L'objectif pour 2030 pour le CHU Sainte-Justine est d'atteindre 80 d'achats locaux. Au niveau de l'émergence du projet, tout commence avec la réforme du service aux chambres, alors qui s'appelle maintenant Délit Papille, et leur implication dans la communauté de pratique Nourrir la santé. Il va y avoir des belles discussions avec cette communauté de pratique pour essayer de desservir, en fait, servir des repas plus sains, plus santé aux patients, qui vont venir à pousser la réflexion sur la recherche de proximité. Les démarches vont être accomplies en 2018 avec Équiterre et dès le début avec des producteurs qui vont les desservir, qui sont les bio-locaux d'été, qui étaient formés de 4 producteurs à l'époque, vont mettre en place en fait des paniers biologiques pour les employés. En ce qui concerne les défis identifiés au départ, on voit vraiment le prix. En fait, le CHU Sainte-Justine va se fixer une marge différentielle de 20 et aussi les minimums de commandes. En fait, le fait qu'il y ait plusieurs producteurs qui s'agrégaient pour offrir un offre diversifiée au CHU, les minimums de commandes devaient être quand même assez élevés pour être rentables pour ces producteurs. Au niveau des leviers, par contre, dès le départ, on identifie vraiment la forte mobilisation de l'équipe comme un atout et des appuis financiers, notamment la Fondation du CHU Sainte-Justine et du MAPAC. Au niveau des capacités budgétaires, bien, le prix, en fait, a toujours été un critère important et le demeure, bien qu'il se soit atténué avec le temps. J'aimerais ça entendre Charliane Normand, notamment un peu plus sur cet élément par la suite. Les budgets, en fait, n'ont jamais eu à être augmentés en lien avec l'achat biologique. Notamment, en 2021, c'est 167 128 $ qui est alloué pour l'approvisionnement en fruits et légumes frais. Au contraire, en fait, ils vont avoir des économies de coûts avec l'augmentation de l'efficacité de Délit Papille et la diminution des protéines animales dans le menu pour les patients. Cette économie va être réinvestie dans les approvisionnements locaux. Au niveau de la relation avec l'ARC et les fermes, au cours des années, les constants, en fait, qu'on voit, c'est vraiment une logistique quand même exigeante pour les fermes et une faible rentabilité en lien avec tout le temps qui est accordé humain, de ressources humaines au niveau de la logistique. L'adaptation est difficile, particulièrement en ce qui concerne le prix, parce que la marge différentielle rend la tâche ardue, en fait, dans les négociations. Par contre, tout va changer avec Robin Fortin et la ferme de la Berceuse. Ici, je précise, Robin, en fait, est présent depuis le tout début des démarches depuis 2018. Il faisait partie des 4 producteurs de départ. Par contre, il sera le seul en 2020 à demeurer en relation avec l'institution.
Ils vont établir en fait des prix fixes durant la saison et adapter vraiment les formats et les journées de livraison pour mieux correspondre aux besoins du CHU. Il va y avoir une formation des équipes en cuisine pour les normes de conservation pour les produits frais et biologiques. Et en contrepartie, le service alimentaire va aller faire une visite de la ferme pour mieux comprendre et voir les réalités du terrain. Le mot d'ordre ressort beaucoup dans les entretiens. En fait, c'est vraiment la relation de confiance qui s'est bâtie avec le maraîcher qui a vraiment venu à faciliter en fait le processus. Au niveau de la planification et l'organisation de la saison, ça a été un besoin identifié en fait des producteurs au niveau de la recherche préliminaire qui souhaitaient avoir une plus grande, en fait, des estimés pour la saison au moment de mettre les semences dans les champs. Donc, il y a 2 rencontres de planification qui se fait avec le CHU Sainte-Justine, une à la fin de la saison, un peu pour voir les bons coups et les moins bons coups. Alors, on peut dire une rencontre bilan. Et une début février, qui est là où, en fait, la responsable, alors Charliane Normand, vient à montrer, estimer, en fait, et présenter les besoins en termes de variété, de volume pour la saison suivante. Par contre, il faut préciser que c'est des ententes de gré à gré, mais qui ne sont pas écrites, qui sont verbales. Le CHU Sainte-Justine ne s'engage pas en fait à commander des quantités déterminées avec la ferme. Dans ce qui ressort, par contre, des entretiens, c'est que c'est quand même une charge plus grande sur les acheteurs, particulièrement au début des démarches. Maintenant, pour les retombées positives, on voit vraiment la saveur et la fraîcheur des fruits et légumes et l'augmentation de la satisfaction client. Il y a vraiment l'établissement d'une relation de confiance est vraiment vu comme une retombée positive en fait de cette proximité. Voici en fait le portrait un peu historique et résumé des projets antérieurs. Alors, en 2017, avec la réforme du service aux chambres et du papier, jusqu'à 2020, en fait, avec Communacet. Vous pouvez voir aussi le portrait historique des achats locaux versus biologiques, l'évolution au fil du temps, de 2017 à 2021. Maintenant, au niveau du portrait statistique, on ne rentre pas particulièrement dans les détails. Vous comprendrez que le rapport complet des études de cas vont fournir plus d'informations. Maintenant, je vais vous faire un bilan rapide. Alors, on peut voir dans la première figure en haut, alors les pourcentages des achats totaux annuels. Alors, on peut voir pour exclusivement les fruits et légumes frais. Pour les maraîchers, ça s'élève à 19,7 %. Pour le grossiste, on est à 80,3 %. Le tableau à droite, alors on voit les pourcentages des achats de fruits et légumes. Maintenant, pour le frais, paré et le surgelé annuellement. Alors, pour le surgelé, on est à 33 %. Pour le paré, on est à 13 %. Au niveau du frais, on est à 54 %. En ce qui concerne les pourcentages mensuels des achats de fruits et légumes frais, parés et congelés, on peut voir la tendance en fait au cours de l'année et aussi mensuellement. On voit qu'au niveau des maraîchers biologiques, il y a une augmentation des achats de juin à novembre. Il y a quand même des achats stables au niveau du maraîcher exclusivement, qui concernent notamment les patates préparées. Pour ce qui est des top 5 en fait, des achats de fruits et légumes, on peut voir que la patate domine, suivie de la tomate, de la laitue, des concombres et des poivrons. Les pourcentages indiquent en fait les proportions qui sont achetées via la ferme. Et qu'il y a 87 % des patates qui sont achetées exclusivement via le maraîcher. Alors, pour le CHU Sainte-Justine, quels sont les ingrédients de réussite de cette adéquation? C'est vraiment avoir du leadership et une volonté partagée par toute l'équipe. Mettre en place des outils de quantification. Alors oui, c'est important de le faire au début du processus, mais aussi en avoir quotidiennement dans l'exercice des fonctions du service alimentaire. Avoir une grande ouverture au début, en fait, des démarches et prêt à devoir s'adapter. Aller chercher les ressources et outils en place, notamment les organismes facilitateurs, ceux qui ont été mandatés dans le cadre de la SNAC. Prendre le temps de trouver son permis, s'asseoir et bien définir ses besoins et ses attentes, et une politique alimentaire qui inclut l'achat local. Je pense que je vais demander à Charliane de revenir un peu sur cet élément par la suite. Donc, pour le CHU maintenant, au niveau du portrait en bref, alors ils font des approvisionnements via la ferme depuis 2019. Ils possèdent un service alimentaire et servent 7000 repas par jour en moyenne. On peut remarquer ici que c'est plus que le double que le CHU Sainte-Justine. En 2021, ils font affaire avec les jardins de Mathurin, qui sont leurs principaux fournisseurs maraîchers, et de plus petites proportions avec les jardins de Tessa et la ferme de la Racine Carrée. Donc, l'objectif pour 2023, c'est d'atteindre 60 % d'achats locaux.
Au niveau de l'émergence du projet, les démarches vont être accomplies avec Équiterre au début. Dès le départ, en fait, dans leur engagement, dans leur démarche éco-responsable, parce qu'ils voient l'alimentation selon le prisme du développement durable, ils vont vouloir incorporer en fait des légumes esthétiquement imparfaits à leur offre avec le marché Second Life. Dès le départ, avec les fermes, il va y avoir des paniers biologiques pour les employés qui vont être mis en place. Les défis qui sont identifiés au départ, c'est vraiment le peu d'espace d'entreposage, notamment, en fait, le CHUM possède 72 heures d'inventaire, ce qui demande vraiment une grande rigidité au niveau de la gestion de ces espaces et aussi un volume, en fait, demande un volume gigantesque, ce qui fait que la quantification était plutôt difficile au début et que les politiques d'approvisionnement étaient complexes dans le cas du CHUM. Par contre, un levier important qui était identifié à l'époque, pardon, était que le CHUM avait plusieurs appareils automatisés, en fait, pour faire la préparation et la transformation pour les aliments qui étaient bruts et frais. En ce qui concerne les capacités budgétaires, alors les budgets, en fait, n'ont pas eu à être augmentés dans le cas de ces achats biologiques. Le frais, en fait, est vu comme moins cher que le congelé et le pari. En 2021, près de 243 301 $ est alloué pour les fruits et légumes frais. Au niveau de la relation avec les fermes, alors les constats des premières années, c'est vraiment que les fermes, il y a de nombreuses fermes qui ont quitté pour se concentrer sur les paniers, malgré que ça représentait quand même une bonne rentabilité en vue des volumes quand même importants que le CHUM s'approvisionnait via eux. La relation va un peu changer avec leurs fermiers en 2020, en fait, avec Olivier Morin et les jardins de Mathurin, partons de 2021. Il va y avoir des prix variables durant la saison. Il va y avoir une visite aussi de la ferme de la part du service alimentaire pour mieux comprendre les réalités du terrain. Ce qui est vraiment mis à l'avant, c'est la communication facile et fluide qu'il y a entre les acteurs et la grande disponibilité du fermier pour venir à s'adapter aux besoins de l'institution. Ça demande étonnamment, au contraire, en fait, de ce qu'on a vu dans la recherche préliminaire au niveau des défis. Ici, ça ne demande pas plus de temps de nettoyage. Et en fait, il a été vraiment une adaptation minime en cuisine en ce qui concerne le parage, la préparation de ces fruits et légumes bruts, notamment en lien avec les appareils automatisés en cuisine. En ce qui concerne la planification et l'organisation de la saison, ici, c'est une rencontre de planification qui est effectuée. Alors, à l'hiver, on va établir les besoins du CHUM. C'est des ententes de gré à gré ici aussi. Par contre, elles sont écrites. C'est des ententes de 2 semaines ou d'1 mois avec la ferme. Ce qui est quand même particulier, mais ce qui démontre une belle capacité d'adaptation, en fait, c'est que la ferme n'était pas en mesure de produire en fonction des besoins quand même gigantesques du centre. Et c'est plutôt le centre qui est venu à s'adapter en fonction de la production de ces sites. Au niveau des retombées positives, ce qui ressort, c'est vraiment la qualité et la fraîcheur des produits, avoir des standards très hauts comparés aux grossistes et la bonne relation avec leurs maraîchers qui leur permettait de s'adapter facilement et aussi l'expérience passée en bonne fille en ce qui concerne, lui, l'alimentation biologique, mais aussi le goût, la saveur des aliments. Maintenant, pour le portrait statistique, pour la première figure en haut, alors le pourcentage des achats totaux annuels, avec les maraîchers, on est à 2,1 et les grossistes, on est à 97,9 Ici, il faut préciser que dans les démarches, en fait, le CHUM s'est concentré principalement sur les aliments locaux et non principalement sur le biologique et la proximité. Donc, pour 2021, l'établissement atteint tout de même 57 d'aliments locaux selon la certification Aliments du Québec, volet institution. En ce qui concerne le top 5 des achats annuels de fruits et légumes en provenance des maraîchers et maraîchères, en fait, on peut voir que les tomates dominent, suivies de la laitue, les épinards pétacardes, les concombres, courges et courgettes. Alors, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que seulement 2 des tomates sont achetées via les maraîchers, mais au niveau des épinards, c'est quand même 24 des achats annuels qui proviennent des maraîchers. En ce qui concerne les pourcentages de ce qui est frais, pari et surgelé annuellement, on voit un 31,7 au niveau du surgelé, 22,3 au niveau du pari et au niveau du frais, on est à 46 Pour le CHUM, quels ont été les ingrédients de réussite? C'était vraiment une direction générale axée sur le développement durable, sur l'innovation, la qualité et la mission sociale du centre. Avoir une communication fluide et quotidienne avec son maraîcher, privilégier le fait maison en fait dans les menus, avoir une bonne rapidité d'adaptation et une bonne gestion des inventaires. Maintenant, pour le CPE Jardinerie Frémos,
Ici, en fait, le CPE détient 2 installations. On s'est concentré sur l'installation Beau Soleil. Le portrait en bref, alors le CPF fait des approvisionnements de proximité depuis 2018. Il possède un service alimentaire qui a une employée, alors le responsable chef est responsable en alimentation, et 100 repas sont servis par jour en moyenne. En fait, depuis les tout débuts, ils font affaire avec les jardins de carrière. En ce qui concerne l'émergence du projet, tout commence avec les réflexions autour du programme CPE Durable Environnement Jeunesse, qui leur permet de faire un portrait quand même générique, mais statistique de leur engagement et de leur pratique en fait éco-responsable. Ils vont mettre en place des jardins extérieurs avec les enfants et la revue d'Isabelle Girard, en fait, va pousser les réflexions pour les achats au niveau de proximité avec des fermiers. La prise de contact en fait, avec la ferme va se faire durant les rencontres avec les acheteurs du CBE. Dès le départ, ils vont mettre en place des paniers aux employés. Et au niveau des craintes de départ, la charge trop grande qu'on avait sur la responsable en alimentation était crainte et les minimums de commandes, considérant que c'était quand même un petit CPE, alors il semblait difficile de correspondre au minimum de commandes que les producteurs semblaient leur demander. Par contre, en fait, avec l'évolution et les discussions avec le maraîcher, ils ont vu qu'avec les paniers, l'ajout des paniers aux employés, les minimums de commandes étaient atteints. Au niveau des capacités budgétaires, donc en 2021, le budget alloué pour les fruits et légumes surgelés et préparés est de 22 000 $. Le budget n'a jamais dû être augmenté en lien avec les achats de proximité. Au niveau aussi, ils ont eu des économies de coûts, en fait, de ne pas acheter transformé et acheter saisonnier. Et si je m'explique, en fait, au moment à la fin de l'été, où c'est les récoltes qui sont les plus abondantes, les prix sont un peu plus bas. Alors, le CPE pouvait se permettre d'acheter des plus grandes quantités, faire la transformation ou même parer et congeler une bonne quantité. Donc, ça revenait moins cher. Au niveau de la relation avec la ferme, alors Randy Cazot, qui est le propriétaire des jardins carrière, c'est des prix variables durant la saison, mais la communication est particulièrement facile et fluide, en lien notamment avec l'entrée en fait du fermier. Ça demande moins de temps en fait de préparation, moins d'épluchage parce que les produits sont plus gros, notamment les carottes, les concombres n'ont pas besoin d'être épluchés, seulement rapidement nettoyés. Il y a une visite de la ferme qui a été effectuée avec les enfants. Il y a eu une belle démarche en fait éducative pour faire apprendre et avoir en fait tout ce qui était agricole. Il y a une belle participation en fait, du propriétaire de la ferme à montrer le processus pour les semences. Donc, il y a 2 livraisons semaines actuellement. Au niveau ils font des réserves durant l'hiver, comme mentionné. Et il y a une offre bonifiée, en fait, parce que la ferme du Jardin de Carrière vient offrir des mariages, en fait, avec d'autres agriculteurs pour offrir une plus grande diversité de façon plus stable durant l'année. Au niveau des menus, la gestion de service et la planification de la saison. Donc, dans ce CPS, c'est des menus variables. Ils font aussi des vendredis tout ski qui est représenté comme une économie de coût parce que ça vient à passer en fait des restants de la semaine. Il n'y a pas de planification de saison qui est faite, c'est pas demandé par la firme, notamment parce que le CPE commande des petits volumes. Aussi, il y a une grande autonomie pour la responsable en alimentation qui a du temps dédié en fait dans ses tâches pour le volet recherche et développement. Il y a vraiment une démarche pédagogique aussi avec les enfants de la part de la responsable en alimentation, qui est vue notamment comme un des retombées positives de l'initiative, qui est l'aspect éducatif avec les enfants. La réduction du gaspillage, produit plus sain biologique, une proximité entre les fermiers et les enfants. J'ai une anecdote en tête lors des discussions avec Caroline, notamment sur les réactions des enfants quand ils voyaient en fait le camion de livraison des jardins carrière. Je vais la laisser un peu en parler par après. Aussi, il y a une grande satisfaction des parents au niveau de la qualité des repas qui est servi aux enfants. Au niveau du portrait statistique, alors en premier lieu, vous pouvez voir la tendance avec les pourcentages mensuels des achats au niveau du frais. Alors, on peut comparer la tendance des grossistes avec les maraîchers. Au niveau des maraîchers, on voit quand même une augmentation des achats de mars à septembre, bien qu'il y ait quand même des achats constants durant l'année. Par après, au niveau des pourcentages des achats totaux annuels, alors au niveau des maraîchers, on est à 26,4 %. Avec les grossistes, on est à 73,6 %.
Avec le tableau complètement en bas à gauche, on peut voir en fait les top des achats des fruits et légumes qui sont achetés. Donc, on peut voir en fait qu'en hiver, c'est surtout des micro-pousses, des laitues, mais aussi des légumes racines. Donc, il y a une adaptation des achats qui est faite selon la saison. Et en été, on voit des légumes en fait plus estivales. On a des tomates, des épinards, des champignons, des pois, des fines herbes qui apparaissent. Au niveau des achats annuels de fruits et légumes, alors le top 5 en premier, c'est les tomates, la laitue, les carottes, les pousses et les betteraves. Maintenant, les ingrédients de réussite selon le CPE Jardin des Frimousse. Alors, on a c'est l'appui de la direction, la motivation contagieuse de Ramsey et d'Isabelle, la relation avec les fermiers, une responsable en alimentation versatile, capable de s'adapter, créative, prendre le temps de trouver le bon maraîcher, notamment Caroline va mettre à l'avant le fait d'aller aux rencontres d'acheteurs et chercher en fait les agriculteurs proches, approcher les organismes de maillage pour faciliter en fait le processus, libérer aussi du temps pour la responsable en alimentation, pour le développement et la recherche. Pour ce qui est du CPE, le sablier, alors, le portrait en bref. Alors, au niveau des achats de fruits et légumes, on compte depuis 2009. Alors, ici, c'est le CPE qui a le plus d'expérience. On fait l'institution, dans tous nos cas, qui a le plus d'expérience. Ils détiennent un service alimentaire et servent 258 repas par jour. Actuellement, ils font affaire avec les jardins de carrière depuis maintenant 2020. Au niveau de l'émergence du projet, comment on fait avec le travail qui va être effectué avec des nutritionnistes pour refaire les menus. Dans le cadre du projet Extension, ils vont recommander enfin d'offrir une offre plus saisonnière et une plus grande variété au niveau des protéines, des fruits et des légumes aux enfants. Et ainsi, il va y avoir des prises de contact avec les fermes durant les années depuis 2009, notamment avec Équiterre, les rencontres du CIBIM et les rencontres entre producteurs et institutions d'aliments du Québec. Les défis au départ qui ont vraiment été identifiés, c'était le manque de variété et de régularité, en fait, un peu variable des formats qui leur étaient distribués. Au niveau des capacités budgétaires, donc en 2021, le CPE a acheté pour 3 268 au Jardin de carrière, ce qui représente en fait une moyenne de 218 par commande. En fait, le prix n'a jamais été un enjeu pour le CPE. Au contraire, il y avait vraiment une économie de coût avec les menus fixes et les espaces d'entreposage conséquents, notamment parce qu'ils voulaient faire beaucoup de transformations à la fin de l'été et congeler en fait beaucoup de fruits et légumes pour les utiliser en hiver. Donc, au niveau de la relation avec les fermes, les constats des premières années, c'était vraiment qui est un constat quand même semblable pour toutes les institutions, c'est que les fermes quittaient pour se concentrer sur les familles, qui étaient vues comme plus rentables ou en tout cas demandant moins de temps au niveau logistique. Aussi, les fermes leur offrent en fait une trop petite offre. Il y a aussi un manque de fruits et légumes parés, surgelés et préparés de la part des fermes. Donc, Ramsey Cazoub et les jardins carrière, il y a vraiment une communication rapide qui a été mise en place, des aliments frais, mais aussi très bien nettoyés selon la responsable en alimentation et les cuisinières. Il y a aussi l'agrégation de l'œuf avec d'autres producteurs qui offrent vraiment une plus grande variété. Ici, c'est des prix variables durant la saison. En ce qui concerne le menu, la gestion du service alimentaire et la planification de la saison. Donc ici, c'est des menus standardisés, mais tout de même flexibles. Il y a une adaptation quand même possible avec les produits de saison qui sont offerts par la ferme. Il y a une rencontre de planification qui se fait à l'hiver avec la ferme. Et en fait, lors de la prise des commandes, la gestionnaire vient prioriser le fermier et vient à compléter en fait avec les grossistes traditionnels. En ce qui concerne les retombées positives, alors on a le goût des aliments, l'entrain des enfants à goûter des nouveaux fruits, légumes et fines herbes, l'aspect éducatif, notamment aussi on a des jardins dans la cour, alors les enfants avec les éducatrices viennent à arroser, à faire pousser, à goûter en fait les plants. Aussi une plus grande confiance des parents vers le service alimentaire face à la diversité en fait des En ce qui concerne le portrait statistique, alors au niveau de la tendance annuelle, on peut voir les pourcentages mensuels qui indiquent qu'il y a quand même il y a plus d'achats de juin à novembre. Par contre, on a quand même des données pour mars et décembre qui sont principalement liées en fait à l'achat de pommes biologiques en grande quantité. En ce qui concerne les pourcentages, au niveau du biologique, on est à 20,3 %. En ce qui concerne les grossistes, on est à 79,7 %. Avec le tableau complètement en bas à gauche, alors le top 5 mensuel des achats de fruits et légumes en provenance des maraîchers.
On peut voir en fait en janvier que c'est les pommes et aussi quand même fait distinct que je veux préciser, on peut voir des fraises en novembre et en décembre, mais ici c'est un organisme qui sont maraîchers qui font de la transformation. C'est des fraises congelées en fait qui sont distribuées au CPE. Donc pendant l'été, on a des forts achats en fait de cantaloupe, de carottes, de cambrise, de concombres, de céleri, de poivrons, de laitue et de pousses. Pour le CPE Le Sablier, quels sont les ingrédients de réussite? Donc, c'est la bonne relation avec le maraîcher, accorder du temps dédié à ce type d'approvisionnement pour la responsable en alimentation, une bonne flexibilité, des espaces d'entreposage conséquents et une bonne planification des commandes et des inventaires. Aussi, l'estimation des besoins pour l'année suivante est vraiment un outil à mettre à l'avant dans la relation avec les maraîchers. Maintenant, on est rendu à la deuxième partie du webinaire. Je vais arrêter le partage d'écran. Alors, je vais inviter mes intervenantes à ouvrir vos micros. Je vais commencer, en fait, au niveau des questions. Je pense que je vais commencer avec Charliane. En fait, j'aimerais ça que tu me parles, qu'est-ce que ça consiste, en fait, ton poste de chargé de projet dans le cadre du financement de la SNAC? Oui, mais dans le fond, on a reçu un financement l'année dernière pour un projet là, de 2, qui va peut-être même s'étendre sur 3 ans. Donc, un projet, dans le fond, à Sainte-Justine, ça fait déjà plusieurs projets qu'on a pour augmenter les achats locaux, les achats biologiques dans nos installations. Fait que c'est la poursuite là, de ces projets-là. Puis, dans le fond, on a créé un poste pour ça. Donc, mon poste, je suis vraiment attitrée, dédiée à temps plein là, à poursuivre ces projets-là grâce au financement qu'on a reçu de la MAPAC. Donc, c'est ça. Puis, on poursuit d'augmenter nos achats locaux biologiques, mais on a aussi un volet là, pour étendre là, notre expérience, partager, participer aux autres projets comme celui-ci, entre autres, accompagner certaines institutions aussi à démarrer des démarches avec la SNAC. Donc, on est vraiment dans le partage de nos expériences puis le développement à la plus grande échelle que juste nous. Donc, c'est ça que le financement permet d'avoir. Avant, on le faisait vraiment même notre structure. Donc, la spécialiste qui est en place est un petit peu libérée pour ça, mais elle faisait vraiment même sa charge de travail. Donc, ça aide vraiment d'aller plus vite, là, de propulser un peu plus le développement, d'avoir quelqu'un dédié pour ça. Donc, c'est ça. Notamment, en fait, le CHUM avec Annie Lavoie, vous aviez eu des discussions au départ avec José Lavoie sur comment entreprendre, en fait, ces démarches-là, dans le cadre, justement, je pense que ça vous a aidé un peu à pousser. Oui, bien, c'est sûr qu'on s'est inspiré, évidemment, de Sainte-Justine. Dans notre entrevue, quand on s'est rencontrés, toi et moi, je l'ai mentionné à quelques reprises, c'est vraiment intéressant de pouvoir s'inspirer de ce qui se passe ailleurs dans d'autres institutions. C'est un peu ça qui nous a un peu donné l'espèce de vent dans les voiles, de dire, OK, ils sont capables, ils ont été capables de débuter des processus, puis des partenariats. Fait que c'est là qu'on s'est dit, OK, on serait capable. Ça permet de voir que c'est possible. Donc, on a trouvé ça vraiment intéressant et inspirant, l'histoire de Sainte-Justine. Merci. On a une question, en fait, du public de Gaëlle Janvier. Caroline, je pense que c'est vraiment une question pour toi. Avez-vous remarqué auprès des diverses initiatives une plus grande rétention, en fait, de la main-d'œuvre au niveau des acheteuses ou d'employés de cuisine de façon générale? Ben, en fait, c'est sûr que nous, les employés en cuisine, on en a une par cuisine. Donc, c'est peut-être un peu difficile de généraliser. Je dirais que je pense que ça a un bel impact, je pense, sur la motivation du travail des responsables en alimentation qu'on travaille de cette méthode-là. Donc, peut-être qu'Isabelle pourrait vous répondre un peu de c'est quoi son degré de motivation. Puis, bon, on sait que les cuisiniers, cuisinières sont très recherchés, surtout depuis la fin de la COVID et tout ça. Donc, c'est sûr qu'Isabelle, elle a plein d'offres qui lui sont déposées sur des plateaux d'argent. Elle est encore avec nous. On est vraiment, vraiment contents de ça. Rétention au niveau de la main-d'œuvre, je dirais, avec nos employés et tout ça, je ne sais pas si ça a un impact vraiment direct parce que dans certains cas, quand on a de la main-d'œuvre qui quitte, il va y avoir vraiment souvent d'autres éléments, mais c'est certain que c'est très, très, très apprécié là,
on ait des bons repas cuisinés avec des aliments frais, d'offrir l'opportunité aussi aux employés de s'approvisionner directement avec les fruits et légumes qu'on achète. Donc, je suis certaine que ça a un impact positif aussi au niveau du reste de l'équipe. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, en fait, oui, parce que je me rappelle lors des discussions, tu avais mentionné que les plus jeunes éducatrices qui viennent travailler dans votre CPE ont vraiment comme un attrait dans ces démarches-là. Ça les intéressait beaucoup lors des entretiens. Oui, certainement. C'est sûr que quand on fait les entrevues, on leur parle un petit peu de toutes les démarches qu'on fait, autant au niveau de la saine alimentation locale, les produits en lien avec l'environnement, ça vient toucher, je pense, beaucoup la nouvelle génération d'éducatrices. Fait que oui, ça a un impact aussi, pas tant nécessairement sur la rétention, mais plutôt sur l'effet attractif peut-être des nouvelles employés. Isabelle, en fait, tu avais précisé lors des entretiens que c'était vraiment important pour les responsables en alimentation d'être créatifs et d'être capables de s'adapter au niveau des menus. Pourquoi est-ce que c'est si important? C'est important dans le sens où quand tu as des grosses périodes où tu peux te procurer des légumes frais, avoir une flexibilité pour réaliser tes menus, pour faire en sorte que ces légumes frais puissent être utilisés dans un laps de temps respectable, dans le fond. Donc, c'est ça. Flexible dans le sens où on peut jouer avec les menus, on peut jouer avec les recettes. C'est sûr que dans la sphère où on est, nous, c'est à plus petite échelle. On peut quand même, tu sais, moi, j'ai quand même une bonne flexibilité. La direction ne vient pas s'immiscer dans ce que je vais décider de faire comme menu. Donc, ça me permet vraiment si une semaine, mon maraîcher a plus d'une variété de légumes, ben, je peux créer autour de ça. Puis ça c'est vraiment fabuleux. Puis tu parlais d'employés tantôt, juste ajouter un petit quelque chose à Émilie sur ce que Caroline vient de dire aussi. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une vision au niveau de la direction qui va faire en sorte que la motivation va descendre comme, si tu veux, comme un entonnoir, puis faire en sorte que le personnel de cuisine va être tellement motivé par tous les projets, par toute cette flexibilité-là au niveau de la gestion, que ça te donne le goût de t'investir davantage, puis de créer davantage, puis ça te donne la motivation aussi de rester en place. Merci Isabelle. Une autre question du public, là, je vais me la poser en fait à toutes les intervenantes. On demande, est-ce que vous préférez en fait des prix fixes ou des prix variables dans l'année pour les fruits et légumes? Oui, Isabelle? Moi, personnellement, pour un fournisseur, le grossiste, oui, des prix fixes, mais en ce qui concerne au niveau du maraîcher, je ne me verrais pas à l'échelle avec laquelle j'achète les montants de légumes et tout ça. Je ne verrais pas imposer à Ramsey de lui dire, ben, je ne veux pas que ce prix-là, que tu me le montes au cours de l'année parce que ça le pénaliserait lui. Et je trouve que ça serait injuste dans le processus de le pénaliser lui, alors qu'on a une aussi belle collaboration dans le fond. C'est ma vision à moi, puis je pense que Caroline pourrait rajouter un petit mot là-dessus, mais moi, je pense que c'est important de respecter au niveau où on est, évidemment. Là, je ne parle pas du chum parce que ça, c'est vraiment les plus grosses quantités d'aliments qu'il faut qu'ils achètent et il y a beaucoup d'autres contraintes que moi, je n'ai pas. Mais moi, je ne sens pas besoin d'avoir des prix fixés si on parle du maraîcher bio avec lequel on fait affaire. Merci Isabelle. Annie? Je vais faire du pouce, en fait, sur ce qu'Isabelle vient de mentionner. Je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Nous, en fait, il faut faire la différence entre ce qu'on aimerait,
puis ce qui est possible et réaliste de faire. C'est sûr qu'on aimerait ça avoir des prix fixes à l'année pour tout le monde. Nos budgets comme ça sont planifiés, il y a pas, ça ne bouge pas, on sait à quoi s'attendre. On s'entend que dans la réalité, ce n'est pas possible. Il n'y a pas un fournisseur de fruits et légumes, que ce soit bio, local ou pas, qui va te garantir le prix d'une laitue ou le prix d'une patate à l'année. Fait que, une fois qu'on le sait, ça, qu'on a cette information-là, bien là, il faut apprendre à vivre avec tout ça. Fait que, comme Isabelle a mentionné, nous, on est prêts aussi à ne pas avoir de prix fixe avec le maraîcher parce qu'on s'entend que Mère Nature a beaucoup à dire dans ce dossier-là. Fait que, honnêtement, on vit avec, mais c'est sûr que c'est pour ça que nous, on fait des contrats aux 2 semaines et au mois avec nos fournisseurs réguliers pour essayer de stabiliser ce qu'on peut stabiliser, puis d'avoir des prix, puis de se faire un peu un plan de match, mais c'est réaliste de penser que on a beau le vouloir, là, mais ça n'arrivera pas. Là. Merci, Annie. Charliane? Oui, mais pour poursuivre sur la lancée d'Annie, nous, on n'en a pas de contrat avec les fruits et légumes. Fait que les grossistes, à chaque semaine, ils nous soumettent une nouvelle liste de prix. Donc, c'est tout le temps variable. Pour ce qui est de Robin, de la ferme La Berceuse, tu as mentionné donc qu'il nous fait des prix fixes au début de la saison. Ce n'est pas des prix non plus qui sont cannés. S'il arrive quelque chose, on ne s'est pas engagé qu'on veut absolument que ce soit ce prix-là, sinon c'est rien. Donc, il peut les moduler. Des fois, il les ajuste un petit peu, mais on aime ça vu qu'il est capable de le faire. Donc, ça fait plusieurs années qu'il est vraiment qui fait ça. Donc, je pense qu'il est capable un peu de le faire, puis il nous le fait. Fait qu'il nous fait un genre de prix, un prix fixe, mais un peu modulable. Puis, nous, on préfère ça parce que ça nous permet de moins faire d'ajustements, puis de planifier un petit peu mieux. Fait que ça fait en sorte que dans la grosse saison, on va payer peut-être un petit peu plus cher qu'on paierait ailleurs, vu que les prix baissent, mais au début de saison, on a un prix un peu plus avantageux. Mais c'est ça. Donc, on est habitué avec les prix variables, mais un prix fixe, idéalement, là, comme Annie l'a dit, c'est toujours mieux. Merci, Charliane. Julie? Ben, moi, pour aller dans la même lancée aussi, c'est que je me suis rendu compte que oui, c'est ça, c'est variable, puis surtout la température, c'est pas évident pour eux autres. Sauf que je pense que là, de plus en plus, quand la demande est là, c'est là que je me suis rendu compte qu'on a fait des économies. En tout cas, là, ça fait 3 ans avec Cremzé, puis je vois là, que là, il grossit de plus en plus. On est capable de voir un peu la prévision. C'est sûr que c'est variable, on ne sait jamais la température, mais je pense que de là, en grosse quantité, puis moi, ben, c'est sûr que oui, en étant un gros CPE, quand j'achète en plus grosse quantité, ben, c'est sûr que oui, là, mes coûts vont, ça va être moins. Je pense que c'est plus là, plus qu'il va y avoir de l'offre, la demande. Plus la demande va être là, ben, c'est ça. OK. C'est ça. Super. Merci, Julie. Mais rebondir là-dessus, est-ce que justement la planification de la saison, ça ne devient pas un outil pour mieux planifier de votre côté et qu'il y ait une meilleure adéquation entre vos besoins et l'offre des producteurs? Oui, c'est sûr, mais c'est sûr, comme qu'on disait aussi, la réalité c'est ça varie quand même. Je veux dire, oui, ils peuvent nous quand même fixer un prix, mais je veux dire, tout est dans, c'est ça, la nature, hein, comme on dit. Justement, là, cette semaine, il y a eu une gelée, fait que là, les poivrons, il n'a pas pu les emmener, il n'a pas pu, fait que, c'est la flexibilité aussi, comme Isabelle a dit, qu'il faut qu'on s'adapte à ce côté-là. Fait que c'est comme, c'est ça, moi, j'ai remarqué que, oui, avec les années, quand on commande des plus grosses quantités, le prix va réduire, mais fixe, tout le temps, je pense que ça c'est difficile. Merci, Julie. Bienvenue. Annie, lors des entretiens, en fait, vous avez mentionné que vous êtes quand même privilégié, notamment le CHUM et le CHU Sainte-Justine, d'être en fait une institution centralisée au niveau de vos installations pour les types d'approvisionnement de proximité. Pourquoi est-ce qu'il y a un avantage? En fait, nos amis des CIS et des CIUS peuvent avoir plusieurs établissements là, à gérer, des fois des cuisines centralisées où la production se fait et ensuite
la nourriture est distribuée. Nous, on a la chance d'être un seul établissement. C'est un peu la même chose que le CHU Sainte-Justine. Donc, c'est quand même, c'est des réceptions alimentaires centralisées. Donc, les fournisseurs de fruits et légumes viennent à un seul endroit. Puis, c'est un avantage parce qu'avec nos gros volumes, justement, on ne serait pas capable d'avoir des camions là, qui viendraient ici puis dans les autres établissements. Quand on est chanceux, ce n'est pas le cas, sauf que c'est un couteau à double tranchant. On a des gros volumes et on a des très petits espaces d'entreposage. On l'a mentionné tantôt, là. Mais il faut avoir des livraisons souvent, mais 4-5 fournisseurs de fruits et légumes qui viennent 4-5 fois semaine, bien, c'est sûr que ça rajoute beaucoup d'activités pour le service. Merci. On a une autre belle question, en fait, du public. Alors, comment amener la direction, en fait, de son institution à accepter de consacrer plus de temps et d'efforts pour favoriser l'approvisionnement local? Est-ce qu'il y a des facteurs facilitants, des incitatifs particuliers? Oui, Annie? Mais en fait, c'est sûr que la volonté du MAPAC là, qui est annoncée à la population, c'est sûr d'avoir des pourcentages d'approvisionnement local. C'est sûr que ça met une certaine pression sur les directions d'établissements. Je n'ai pas vraiment de réponse précise à la question parce que nous, notre direction générale, puis le CHUM, l'orientation du centre est vraiment axée sur le développement durable, mais aussi sur l'innovation. C'était comme quelque chose de naturel. On n'a pas eu à se battre pour ça. Ça s'est comme fait naturellement pour nous. Ça a été accepté dès le départ. Pour une institution, je disais tout à l'heure, c'est comme les CIS, les CIUS, qu'il y a beaucoup d'établissements pour une même institution. Je ne sais pas comment ça peut être amené, mais je pense que si les lois et les gouvernements demandent de plus en plus de reddition de comptes, mais je pense que ça va mettre les établissements dans une certaine... ça va mettre de la pression au niveau des directions d'établissement. C'est inévitable. Merci, Annie. Caroline? Oui. Bien, en fait, c'est sûr que je ne peux pas parler de mon côté parce que moi, j'ai déjà cet élan-là, là, je dirais. Donc, puis je pense qu'on en a discuté un peu là, comme élément facilitant là, d'avoir des directions adjointes qui vont vraiment vouloir faciliter la participation à ces actions-là et tout ça. Ce qu'Annie disait, c'est je pense que ça va avoir un impact éventuellement parce qu'effectivement, les institutions vont devoir éventuellement rendre des comptes à ce niveau-là. Donc, ceux qui vont avoir déjà commencé vont avoir une longueur d'avance sur les autres. Ça va probablement être plus facile de dire, bien, OK, bien maintenant, on doit vous rendre des comptes, mais nous, ça fait déjà 5-6 ans qu'on fait ça, le fait qu'on va remplir vos gabarits comme vous voulez qu'on vous les remplisse, ou peu importe, il va y avoir des façons de donner l'information. Mais ce qui peut être intéressant aussi, si vous êtes dans un milieu où vous aimeriez peut-être en parler avec votre direction, puis voir s'il y a une possibilité de s'impliquer un petit peu plus au niveau de l'achat local, il existe aussi différents organismes qui sont là pour vous aider. Là. Donc, là, je pense à Commune Assiette, la QCPE pour les CPE. Donc, il y a plusieurs équitaires, il y a plusieurs organismes qui peuvent nous aider quand on a déjà un élan ou une curiosité par rapport à la question, puis commencer tranquillement à aller faire ces petites recherches. Puis aussi, je dirais, c'est de commencer petit. Parce que des fois, on veut voir grand, puis on se dit qu'on veut tout régler tout d'un coup. Mais ça, c'est comme impossible à faire. Donc, il faut y aller petit, avec un projet pilote, peut-être trouver, fonctionner avec juste un groupe ou une recette ou un aliment qu'on va essayer de mettre l'accent là-dessus pour essayer de faire des achats locaux. Donc, si on veut régler toute la question tout d'un coup, on risque de se décourager, puis ça peut être un petit peu, des fois, démobilisant, mais si on y va
un pas à la fois, ça peut être vraiment intéressant aussi. Merci beaucoup, Caroline. Oui. Charliane, en fait, lors de la présentation, j'ai parlé du fait que vous avez mis aux engagements en termes d'achat local dans votre politique alimentaire. Pourquoi c'était aussi important pour le CHU Sainte-Justine? Oui, ben en fait, nous, les projets émanaient vraiment de Josée Lavoie, qui est la coordonnatrice là, du service alimentaire. Donc, la direction aussi a embarqué assez facilement dans nos initiatives, puis nous soutenait beaucoup, notamment parce qu'on leur représentait là, par exemple, le taux de la satisfaction qui avait beaucoup augmenté là, suite à l'implantation de services à la chambre puis des projets biolocaux. Aussi le fait que les coûts n'augmentaient pas nécessairement là, vu qu'on faisait des ajustements, là, notamment comme tu as mentionné tantôt, notre menu là, qui est pratiquement 50% végétarien, tout ça, donc ça baisse les coûts. Donc, au final, on se permet d'acheter plus local, plus bio, puis ça n'augmente pas vraiment le budget nécessaire. Donc, après ça, l'étape pour vraiment s'assurer que ça pérennise là, tout ça, parce que pour pas que ça soit porté juste sur une personne, puis là, cette personne le part, puis le projet disparaît. On l'a vraiment intégré à notre politique alimentaire. Puis ça a été approuvé par le comité de direction, par le conseil d'administration, tout ça. Donc, ça permet vraiment d'ancrer au sein de l'établissement notre politique, notamment qu'on a intégré des principes au niveau plusieurs éléments durables, donc les achats locaux, biologiques, de saison, les protéines végétales, les produits équitables et tout ça. Donc, dans notre politique, il y a vraiment un point là, de privilégier ce type d'approvisionnement-là, de proximité, tout ça, puis de s'assurer de le promouvoir aussi. Donc, ça permet vraiment d'ancrer les démarches dans notre vision future. Là. Merci, Charliane. Maintenant, je vais m'adresser au CPE. En fait, plusieurs CPE ont souvent un seul employé. Bon, ce n'est pas le cas du CPE Sablier, mais c'est quand même quelque chose de généralisé là, dans les services alimentaires d'avoir une responsable en alimentation. Souvent, on voit un constat aussi, c'est qu'il y a une perte de professionnalisation de ces acteurs-là. Donc, ils n'ont pas nécessairement les capacités, comme Isabelle, par exemple, d'être aussi versatiles. Est-ce qu'il y aurait des solutions à mettre en place? Comment outiller ces responsables en alimentation pour faire ce type d'approvisionnement? Oui, Gilles. Ben, justement, on parle de la QCPE. Maintenant, moi, cet automne, on a participé à un projet justement à mettre en place c'est quoi dans le fond, la profession, le responsable en alimentation, vraiment de plus définir c'est quoi exactement. Tu sais, oui, on est des chefs cuisiniers, mais on est plus que ça dans le sens que on contrôle les allergies, on discute avec les parents, avec la direction, les enfants. Fait que, c'est d'être vraiment plus précis le rôle de responsable en alimentation. Puis je pense qu'ils sont aperçus que c'est ça. Fait que là, ils veulent mettre vraiment un outil comme un gros document. Je pense qu'il est accessible. Là, maintenant, il est sorti. Puis c'est vraiment là, vraiment qui nous dirige de quelqu'un qui arrive, mettons, justement dans mon CPE, puis mettons, je ne suis pas là, je suis partie, puis ben, il peut vraiment savoir comment faire de la direction, de tout, comment que ça fonctionne, de nous guider dans le fond là-dedans. Vraiment un guide là, qui est la base surtout, là, vraiment au niveau des achats, de l'inventaire, les allergies, la politique alimentaire, en tout cas, vraiment tout l'aspect du CPE. Là, c'est dans le domaine du CPE. Fait que, c'est fun là, parce que là, ça commence justement là, avec tout de plus en plus l'équitaire, Aliments du Québec. C'est ça qui est le fun. De plus en plus qu'on en parle, de plus en plus ça se propage, puis c'est ça qui est le fun. Merci, Julie. Isabelle? Moi, je pense sincèrement une des meilleures façons, à mon avis, c'est le parrainage, l'accompagnement d'une personne qui est moins habituée à être dans un contexte de CPE. Nous, c'est ça qu'on a priorisé parce qu'il y a eu un gap où on a perdu un cuisinier, tout ça. Puis moi, j'ai proposé à la direction d'accompagner l'autre personne. Puis on a fait quand même un super bon travail à ce niveau-là. J'ai pu lui donner des conseils pour réaliser son travail le mieux possible avec le moins d'embûches possible. Moi, je pense que sincèrement, accompagner quelqu'un,
c'est de rassurer aussi dans l'exécution des tâches qu'il va avoir à faire. Donc, c'est souvent très stressant pour avoir des réponses nécessairement aux questions quand tu es dans un contexte de préparation de repas et tout ça avec les allergies. Alors, accompagner quelqu'un, c'est d'y donner aussi les ressources en accéléré pour pouvoir arriver à ses fins plus facilement. Merci beaucoup, Isabelle. On a une question en fait ici pour Charliane de la part du public. En quoi en fait le service Daily Papy a aidé à faire de l'approvisionnement local pour le service alimentaire? Mais en fait, le Daily Papy, c'est le service alimentaire, c'est le nom du service alimentaire. Excuse-moi, la question, c'est comment Daily Papy a... En quoi le Daily Papy a aidé à faire de l'approvisionnement local? Ah, OK. Ben, dans le fond, ça a commencé en 2016 qu'on a changé. Dans le fond, c'est devenu Daily Papy. On a créé un service à la chambre, un mode de distribution pour les patients qui est à la carte. Donc, on a rénové la cuisine, tout ça. Puis après ça, il y a des projets en partenariat avec Équiterre qui ont débuté pour les achats locaux. Donc, c'est vraiment l'accompagnement d'Équiterre au départ qui a permis de faire les premiers travaux pour avoir plus de produits locaux sur nos menus. Le fait qu'on est devenu Daily Papy, ben, le service à la chambre, ça a beaucoup diminué le gaspillage alimentaire au retour des plateaux. Là, vu que là, les patients peuvent commander ce qu'ils veulent quand ils veulent, ben, il n'y a pas de plateau qui sont envoyés pour rien, donc ça réduit le gaspillage alimentaire. Puis aussi, ben, on a pris possession des aires de restauration qui avant, ce n'était pas nous qui géraient. Donc, ça a augmenté les revenus, diminué les pertes. Donc, ça a permis de rediriger là, vraiment ces économies-là vers les projets d'achat local et biologique, dont on sait que des fois, ça coûte un peu plus cher. Donc, pour nous, ça a équilibré là, le budget comme ça. Merci beaucoup. Caroline, en fait, est-ce que vous croyez en tant que direction que l'autonomie de la responsable en alimentation est vraiment un facteur important pour la réussite, selon vous, de ces approvisionnements? Émilie, peux-tu répéter la question? Le menu de la responsable? Non, est-ce que l'autonomie de la responsable en alimentation? J'avais pas entendu. Ben, c'est sûr que de laisser une grande autonomie à la responsable en alimentation, c'est un facteur de réussite dans le sens où quand on a quelqu'un qui est en place qui a vraiment des bonnes... qui a de l'expérience et qui sait où elle s'en va. Là. Donc, ça, c'est certain parce que, je veux dire, en tant que direction, moi, je ne suis pas dans la cuisine à toute heure du jour à vérifier s'il y a un surplus de tomates le jeudi, que finalement, parce qu'on a eu moins d'enfants au début de la semaine, puis là, on a des aliments qui sont en surplus, puis trouver une solution pour faire, je ne sais pas, un potage ou une soupe qui va être passée le vendredi. Donc, moi, je ne peux pas penser à tout ça. Donc, si on a quelqu'un qui est très autonome puis qu'on lui donne presque carte blanche en restant dans je dirais, une fois que les valeurs sont communiquées par la direction, par exemple, si on a une politique au niveau de la politique alimentaire et tout ça, donc la personne en place sait c'est quoi ses repères, jusqu'où elle peut aller, tout ça. Donc, si on lui donne carte blanche, je pense que ça peut vraiment beaucoup aider aussi la motivation au niveau de la responsable, puis aussi justement pour s'assurer de diminuer le gaspillage alimentaire, de valoriser tous les aliments qu'on a, d'avoir une grande place pour la recherche et développement, la créativité, tout ça dans les menus, dans les accompagnements, les transformations. Donc, je pense que c'est une recette gagnante. Merci beaucoup. Isabelle pourrait compléter. Là. Isabelle, est-ce que ton autonomie est vraiment un facteur de succès dans ces approvisionnements? Oui. Oui, ben, quand j'ai des décisions quand même plus importantes à prendre, c'est sûr que je consulte la direction. Mais donc, avec le bagage que j'ai, les décisions que je prends sont souvent comme préapprouvées d'avance. Parce que je connais vraiment toute la politique et la direction
que les gestionnaires prennent. Donc, c'est plus facile pour moi de m'en aller dans le bon sens avec ça. Parfait, merci beaucoup. Annie? Désolée. Alors, qu'est-ce qui pourrait être mis en place, selon vous, pour faciliter ce type d'approvisionnement pour les institutions dans le réseau de la santé, particulièrement les institutions d'ampleur? Bien, c'est sûr qu'il faut que les lois soient adaptées, là. Ça je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre, là. Puis, ben, les lois, mais aussi un réseau, un réseau partenaire fort. Comme par exemple, dans le réseau de la santé, on le dit, là, ce qui est beaucoup acheté, c'est les légumes, entre autres, transformés. Là, on parle du pré-pelé, du pré-coupé. Nous, au CHUM, on n'achète presque pas de pré-coupé. On a la chance d'avoir les machines pour le faire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Puis on parlait des CIS, des CIUS qui ont plusieurs petits établissements. Donc, ils ont besoin d'avoir les produits déjà transformés. Fait que ce que ça prend, c'est que ça prend un réseau qui va avoir les producteurs. Ensuite, on a les transformateurs, puis on a de l'entreposage. C'est vraiment comme l'espèce de trio gagnant, selon moi. Mais évidemment, on ne pourra pas acheter tout ce qu'on veut acheter si les lois ne sont pas adaptées aux réalités. C'est d'avoir toujours être obligé un peu de contourner. Charliane sourit parce qu'elle sait ce que je veux dire, je pense, là, mais de contourner un peu les nomenclatures de produits pour justement essayer d'avoir une tomate biologique d'ici, ben, on est obligé de mettre plus des notions de développement durable. De dire, par exemple, je veux une tomate biologique, mais qui a parcouru moins de 50 km. Là, je vais pouvoir avoir une tomate qui va provenir, bien évidemment, d'ici. Mais pourquoi je ne peux pas juste demander, je veux une tomate qui a poussé ici au Québec? Nos lois ne sont pas rendues là. Mais éventuellement, si on nous demande d'atteindre des cibles, il va falloir quand même avoir des courroies de transmission beaucoup plus simples pour y arriver. Je m'excuse. Voilà. Est-ce que ça répond? Oui, tout à fait. Maintenant, mais pour revenir un peu justement sur les réglementations, je demanderais pour les CPE, les réglementations sont clairement moins exigeantes de votre côté. Qu'est-ce qui empêche actuellement, en fait, les services alimentaires de faire plus d'approvisionnement avec du local, du biologique, la proximité? Bien, en fait, je pense que justement, le fait que nos réglementations sont plus au niveau de la conservation, salubrité, tout ça, les règles du MAPAC, il n'y a pas grand-chose qui nous empêche d'aller de l'avant à part juste de faire un premier pas, de commencer à monter les escaliers, puis de s'essayer. Donc, je pense qu'il y a toute une question, puis ça a été nommé depuis, je pense, le début de la rencontre, mais de volonté du CPE de vouloir s'engager un peu plus à fond dans ces démarches-là, d'avoir une belle cohésion là, au niveau de l'équipe, que ce soit autant l'équipe éducative, les responsables en alimentation, l'équipe de gestion. Ce qui peut empêcher peut-être à certains égards, ça peut être des installations ou des CPE qui n'ont pas le service sur place et qui doivent passer par des services traiteurs. Là. À ce moment-là, ça peut devenir un peu plus compliqué, mais il y a sûrement aussi des traiteurs là, qui vont offrir des menus avec des aliments locaux. Là. Donc, je pense qu'on n'a pas vraiment d'embûche à part de juste dire ben on pense que c'est important puis on veut se lancer dans l'aventure. Merci. Alors, on a le temps pour une dernière question. Alors, je vous invite à les mettre, si jamais, dans la section questions. Pour finir, en fait, avec Julie, pourquoi une bonne... honnêtement, je le demande à tout le monde, mais je sais que Julie a quelque chose à dire particulièrement à ce niveau. Pourquoi une bonne planification de la saison est vraiment un atout dans le cadre de ces approvisionnements, de faire une bonne planification de la saison avec les maraîchers?
ben, c'est sûr que quand tu planifies ta saison, puis tes menus, ben, c'est sûr que tu es capable, c'est plus standardisé, c'est plus ce que tu t'en vas. Puis je pense dans tout aussi, là, la flexibilité est là aussi, là. C'est vraiment ça. Puis c'est sûr, si on peut prévoir, je pense que comme dans tout, là, c'est vraiment bénéfique, là. Mais au final, c'est sûr qu'il faut laisser de la place à l'imagination et à la flexibilité. Puis je pense que quand on est là pour les bonnes raisons, nos valeurs de justement nourrir nos petits-enfants, c'est l'avenir de demain. Fait que ça commence là, tôt, de leur apprendre à bien se nourrir. Fait que je pense en semant des petites graines, puis que justement qu'on peut planifier notre année, ben, c'est ça, c'est avantageux. On sort que du bénéfice. Merci beaucoup, Julie. Alors, une dernière question du public. Alors, est-ce que vos grossistes dans les CPE connaissent la provenance de tous les produits? Elle mentionne en fait qu'eux, ils ont une problématique par rapport à ça. Isabelle? C'est effectivement un très gros problème, à mon avis, quand il vient le temps de savoir d'où viennent tes légumes. Sur les sites, quelquefois c'est mentionné, mais plus souvent qu'autrement, c'est pas mentionné. Moi, personnellement, je suis avec du Béloiseul, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, que éventuellement ça allait peut-être être un enjeu que je quitte pour un autre fournisseur, un autre grossiste. Parce que quand il vient le temps de faire la quantification pour les achats locaux, je n'ai pas ces informations-là, puis c'est quand même des gros montants. C'est quasiment la moitié de mon budget, moi, que j'alloue aux fruits et légumes. Donc, quand je viens pour quantifier tout ça, c'est quand même un problème ça me dérange beaucoup, disons. J'aimerais ça qu'il soit plus conscientisé à afficher justement la provenance des légumes et des fruits. Oui, Charliane? Oui, mais pour notre part, à notre demande, les grossistes avec qui on fait affaire, ils nous indiquent, donc à chaque semaine, ils nous envoient leur liste de prix, puis ils nous indiquent aussi les produits qui viennent du Québec. Donc, ça nous permet de favoriser un produit québécois cette semaine-là versus un autre. Là, je ne peux pas vous dire si en réalité c'est très accurate, là, c'est exact, leur identification, mais ils nous font quand même une identification là, de ce qui est local pour la semaine. Donc, peut-être c'est pas toutes les grossistes non plus qui ne sont pas capables de le faire. Il faut juste demander. Isabelle, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Juste curieuse, Charlie-Anne, quel est ton grossiste? Qui est ton grossiste? Bien, on fait affaire avec 3, donc c'est Hector Larrivé, Canam et le 3e, je l'oublie tout le temps. OK. Je me souviens plus. Merci beaucoup. Ben, c'est déjà les derniers mots de la fin. Alors, j'aimerais ça vous remercier. Merci beaucoup à vos intervenantes, à tous les partenaires dans le cadre de ce projet. Ces études de cas, en fait, vont faire l'honneur au monde. On va avoir des fiches synthèses qui vont être diffusées dans les prochaines semaines. La présentation va vous être partagée par courriel la semaine prochaine et le rapport complet aussi va suivre avec tout le détail de ces résultats et de ces discussions qu'on avait eues. Alors, merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci tout le monde. Merci. Merci.